Bonjour, welcome, bienvenue donc sur ce nouvel épisode de votre talk show accessible, talk show aujourd'hui sur le bien-être. Alors avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui sous ce beau soleil de Portugal, je voudrais d'abord vous remercier 1000 fois pour tout votre soutien, vos mots d'encouragement et de bienveillance à l'égard de cette émission donc accessible que nous venons de lancer il y a à peu près 3 semaines de cela. Et nous étions à Marbella avec notre chef David, notre chef privé David. Et donc je remercie également puisqu'il a été un magnifique invité pour moi pour ce premier lancement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons donc, comme je viens de vous le dire, avec Madame Lydie Dejmessi pour le bien-être. Madame Lydie Dejmessi qui est donc une psychanalyste et je vais vous la présenter tout de suite. Je vous remercie. Alors donc bienvenue et donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Madame donc Lydie Dejmessi qui pratique donc le psychanalyste de la méthode PAR de Jacques Rivalin. Qui elle nous expliquera en détail ce que c'est que la méthode PAR, mais dans son cabinet de Nantes, elle reçoit donc les adultes, les adolescents, la famille, les couples qui veulent bien venir la voir ou qui ont besoin de venir la voir et la consulter. Voilà, donc Lydie, bienvenue. Bonjour Joyce, merci de m'accueillir, merci de mettre en avant ma profession. Je t'en prie. Et la psychanalyse. Et voilà, et merci aussi d'avoir accepté d'être dans cette émission accessible, le deuxième sur le bien-être quand même. Et je voudrais quand même dire aux téléspectateurs qui nous regardent, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est-à-dire que nous nous connaissons, donc nous n'allons pas nous voyer, puisque nous nous connaissons, nous n'allons pas faire semblant. Et donc je te tutoie comme je ferai d'habitude. Et donc je voudrais juste dire pour l'anecdote que je connais Lydie depuis presque 20 ans maintenant, même plus que 20 ans. Voilà, on s'est rencontrés, j'étais toute jeune journaliste, je commençais tout juste ma profession. Elle a bien voulu m'accorder un entretien lors d'un de ses conférences, donc ce qui m'a permis de me lancer également dans ce métier, mais aussi la confiance que tu m'as donnée à ce moment-là m'a vraiment aidée aussi parce que je pense que tu es une personne, on peut pas faire cette profession sans la bienveillance et tu es parmi ces personnes merveilleuses que j'ai rencontrées à travers le monde qui ont cette bienveillance en elles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je disais en introduction, Lydie, que tu pratiques donc la méthode PAR. Moi, je suis pas professionnelle là-dedans, donc je préférais que toi, tu expliques et tu dis en quelques petits mots, c'est quoi donc cette méthode PAR que Jacques Rivalin Bien sûr, bien sûr. Quand je me suis dirigée vers une école de psychanalyse, j'avais bien conscience que ça allait prendre du temps. Ceci dit, mon choix a été judicieusement pris avec réflexion. Jacques Rivalin est quelqu'un de très intéressant, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour faire évoluer la psychanalyse, comme le disait notre père Sigmund Freud. Et il a mis en place cette méthode qui signifie process ou protocole analytique, protocole d'analyse, et qui porte son nom, Rivalin, puisque c'est lui qui l'a mis en place. Voilà. Très bien. Ce protocole est très intéressant, en tout cas à mon sens, parce que l'univers psychique est très vaste. Aujourd'hui, les gens qui font la démarche ne savent pas trop se situer dans cet univers et il est important de travailler avec une méthode. Je trouve que moi j'apprécie énormément de travailler avec la méthode, avec le protocole de Jacques Rivalin, parce que son protocole n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, il est le fruit de toutes ces cliniques. Voilà. Très bien. Donc process analytique Rivalin, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, tu l'as dit. Voilà. D'accord. Voilà. Et on est structuré. Ça c'est très important. Voilà. Très bien. Alors, dis-moi donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui découvrent peut-être ce que c'est qu'une psychanalyste, en quoi consiste concrètement ton métier? Donc, une personne qui arrive
qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu veux? Juste en quelques mots. Tu comprends? Alors, oui, bien sûr. Tout d'abord, il y a un premier rendez-vous qui est un rendez-vous informatif qui permet déjà de sonder un petit peu pourquoi la personne fait cette démarche. Est-ce qu'elle correspond justement à la psychanalyse? Est-ce que non, elle a frappé à la mauvaise porte? Voilà, on a un rendez-vous ensemble et moi, je vais, à travers ce que la personne va m'évoquer, je vais être en mesure de dire oui, vous pouvez rentrer dans le protocole. Et puis la personne aussi doit choisir si le protocole que je propose est intéressant pour elle. D'accord, très bien. On valide tout ça. Et ensuite, le métier de psychanalyste, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce protocole. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un psychanalyste reçoit un patient qui va pratiquer le divan. Très bien. Ça, c'est important. Il n'y a pas de face à face en psychanalyse. Ça, c'est important de le noter, de le dire parce que c'est très important. Pour moi, par exemple, je ne savais pas, par exemple, jusqu'à ce que je comprends un petit peu mieux ce que tu fais, puisque nous sommes amis, donc tu m'as expliqué. Donc, pour moi, je pensais pas qu'il fallait absolument m'allonger sur un divan. Je pensais que c'était juste optionnel. C'est le confort de la psychanalyse. Voilà. Donc, pour continuer donc dans cette lignée, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? C'est une bonne question. Je pense que dans mon histoire personnelle, j'ai été amenée à réfléchir sur mon identité, sur ma personnalité, sur mon chemin de vie, sur mes choix. Et pourquoi j'ai choisi la psychanalyse, justement, c'est parce que cette école, la psychanalyse, il y a un apprentissage quand même, parce que il faut connaître les fondamentaux. Donc il va falloir quand même aller prendre du temps pour lire les ouvrages des grands psychanalystes, Freud, Ferenczi. J'ai lu Jung aussi, j'étais assez passionnée par Jung. Il y a Anna Freud, Mélanie Klein, enfin il y a des grands psychanalystes comme Adler, et ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup de travaux de recherche pour justement nous transmettre ce qu'ils ont perçu dans chez l'être humain, Et toi, au niveau ça t'a psychique. interpellé, ça t'a intéressé. J'ai besoin de développer, voilà. Tu avais besoin de développer là-dessus. Oui. D'accord. Et les pairs psychanalytiques sont avant toute chose des médecins. C'est très intéressant. C'est-à-dire que ce qu'ils transmettent, même si ce sont pas forcément des diagnostics médicaux, mais en tout cas, ils ont œuvré pour transmettre des informations comme comment est structuré l'univers psychique, pouvoir aussi définir une cartographie entre le conscient, l'inconscient, les mécanismes de défense, le refoulé, les rêves, enfin, il y a quand même un fonctionnement psychique qu'il est important de connaître. D'accord, très bien. Ça demande beaucoup de travail, bien évidemment, mais c'est un travail qui me plaît. Je suis très curieuse de nature. Voilà. Et je n'aime pas faire n'importe quoi dans mon travail. Ça, je le sais très bien, parce que c'est pour ça que j'étais un convié aujourd'hui, parce que s'il y avait une personne dont je voulais faire une émission sur la psychique, le psychanalyste, ça aurait bien été toi, parce que je sais que tu es entière dans ton travail, et aussi tu es beaucoup dans l'écriture, et aujourd'hui ça te permet quand même d'échanger avec différemment qu'à travers les écrits. Là, on est sur un canal qui est
Je pense qu'il sera apprécié par les auditeurs. Bah, écoute, je l'espère en tout cas. Et par contre, je voulais ma question donc suivante qui enchaîne sur l'autre. Je voudrais quand même donc savoir parce que par exemple dans cette profession il y a différents praticiens. Alors moi des fois je suis un petit peu confuse avec tous ces noms, pour t'en nommer que quelques-uns, psychopraticien, psychanalyste, psychiatrique. Alors, la différence entre ces trois, donc, quelle personne irait me dire, mais non, toi, il faut que tu ailles faire voir plus un psychiatre qu'un psychanalyste, ou alors il faut que tu vois un psychopraticien. Tu vois ma question? Oui, tout à fait, oui. Ben, c'est là où beaucoup de personnes s'y perdent, ne savent pas, hein, et on retrouve beaucoup cette question au premier rendez-vous. Un psychiatre est un médecin, donc il est plutôt d'orientation diagnostique. Un psychopraticien, il est plutôt d'orientation thérapie brève. Oui. L'hypnose, les TTC, le MDR, enfin tout ce qui peut toucher aux thérapies brèves. C'est intéressant, mais limitant, à mon sens à moi. Et puis un psychanalyste va investir l'univers psychique par le biais de l'inconscient. D'accord. La mémoire, qui est l'histoire de la personne, donc la mémoire des souvenirs, et puis la mémoire émotionnelle, parce que dans l'histoire s'inscrivent des champs émotionnels. D'accord, très bien. C'est bien expliqué. C'est très bien expliqué parce que des fois on peut mélanger des fois psychanalyse et psychiatrie. Tu vois, quand on connaît pas, on dit tiens, il faut que tu ailles voir un psy. Forcément, on va penser, je suis pas folle. Enfin, moi j'ai eu ce genre de choses des fois, des personnes que tu conseilles et en tout cas moi qui j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans, je peux me tromper des fois entre les. Donc c'était très bien d'avoir que tu puisses faire la différence entre ces trois noms en fait, tu vois. Et donc, dans la psychanalyse, puisqu'on va rester sur la psychanalyse, puisque c'est ton métier, c'est quoi l'exigence de ce métier? C'est quoi ta rigueur, toi, en tant que psychanalyste? C'est quoi d'avoir un bon accompagnement, d'être dans une neutralité bienveillante. Quand je reçois une personne et que la personne, après réflexion, décide d'entamer une psychanalyse, je dis souvent, nous sommes deux dans le même bateau. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas la notion de supériorité ni d'infériorité. C'est didactique. Donc la personne, si j'observe des éléments intéressants par rapport à son histoire, je vais lui transmettre. C'est important. Elle est en droit de savoir pourquoi on travaille de cette façon-là et par rapport à ce que j'ai perçu. En quoi ça peut lui faire défaut ou en quoi ça peut être positif dans sa vie. Il faut expliquer les choses. Ça me paraît intéressant. Ça me paraît important. Ça serait ton exigence à toi. Oui, tout à fait. Par rapport face à ce métier, tu sais, tu te sens, voilà, d'accord. Et c'est pour ça que dans l'école à laquelle j'appartiens, un patient n'est pas un analysé. Un patient est un analysant. Car un patient n'est pas analysé. On fait une analyse, je l'accompagne dans son analyse. D'accord. Et dans le protocole PAR, est mis en place des enregistrements. Donc la personne enregistre sa séance, va réécouter sa séance inter-rendez-vous, va là être sur le champ conscient et va pouvoir transmettre ses idées, ses réflexions par association d'idées. En fonction de comment s'est passée la séance. D'accord. C'est la différence entre je suis analysé, je suis le petit enfant qui est analysé par papa-maman ou par le psy, et je suis autonome et nous faisons un voyage ensemble à travers l'univers psychique de l'analysant. Oui. Et puis le psychanalyste doit être un bon chef d'orchestre. D'accord, donc ça c'est toi. Tu dois l'accompagner en tant comme un bon chef d'orchestre. Oui, d'accord. Parce que l'accompagnement doit être bien aussi. Hein. Bien sûr. Donc en fait, toi, c'est comme si tu laisses, si je comprends, tu laissais
donc imagine, j'arrive chez toi, je suis sur le divan, puisque on doit être sur le conclu. divan. Oui. Voilà, Ouais. je commence à parler, je m'enregistre, ensuite je rentre chez moi, je me réécoute. Pas le jour même. Pas le jour même. Non. D'accord. Quand? Pourquoi? Parce que la posture du divan est particulière. C'est pour ça qu'il faut la vivre. D'accord. Hein. Le divan, faut vraiment le vivre pour pouvoir expliquer ce qui se passe au sein du divan. D'accord. Après, ça peut être le lendemain, comme ça peut être 2-3 jours après, en fonction de la durée de la séance. En principe, une séance dure 30 à 45 minutes. Et il faut l'écouter, ça prend du temps, ça prend aussi du temps chez soi. Mais ce travail, la personne, elle n'est plus dans cette fameuse mémoire inconsciente, quand elle est chez elle, elle est attentive, elle est consciente, elle écoute. Les yeux sont ouverts. Le divan, les yeux sont fermés. Donc, tout champ conscient est rompu sur le divan. Donc, alors, ça veut dire que à ce moment-là, quand la personne s'écoute, se réécoute. Oui. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que des personnes, peut-être, arrivent à se remettre en question ou à se dire, bah tiens, je pensais pas que je réagissais comme ça. Oui. Mais c'est ça un peu. Oui, c'est ça, c'est que la personne, du coup, devient son propre thérapeute, on va dire. Elle reprend connaissance, même si on sait ce qu'on a dit. Mais le divan, c'est une épure. Ça veut dire que ça part dans tous les sens. Ça peut aussi bien parler d'hier comme parler il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans. On ne sait pas où on va, on prend plein de chemins de traverse. Alors que dans la réécoute, c'est le champ conscient. Et dans le conscient, on analyse, on intellectualise, on n'est pas dans l'imagination. On est concentré sur cette séance et là on va dire ah oui effectivement j'ai vécu ça et puis elle m'a posé telle question. C'est les questions que je pose qui soulèvent aussi des réflexions et qui apportent des réponses. D'accord, très bien expliqué. Et il s'est arrivé donc des personnes donc ensuite ils reviennent la prochaine séance quand ils te revoient, ils reviennent sur ce que vous avez dont cette personne a écouté, c'est dire bah tiens j'ai dit ça, ils te reposent la même question ou à ce moment-là tu réavances. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu continues à avancer? Alors oui, ils vont pas forcément poser de questions parce que le divan, on avance sur l'histoire de la personne, donc on continue. Ça va être trop long si j'explique tout le protocole. Non, c'est juste pour savoir est-ce que si par exemple la personne chez elle s'est écoutée et puis de là elle va m'envoyer par mail, c'est-à-dire que toutes ces réflexions, elle me les envoie par mail. Donc il y a, alors ça c'est ce qui est dit au premier rendez-vous informatif, réécoute de séance, transmission de ce qu'elle a perçu par association d'idées, ses réflexions. Si dans son actualité, il y a un événement qui est difficile, on n'en fait pas l'économie. Elle va se saisir de sa boîte mail pour dire bon bah voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Parce que les exigences de la psychanalyse, c'est on ne retient rien. On dit tout, on libère par la parole. Donc si en interséance, la personne vit des éléments difficiles, des événements difficiles, elle va se saisir de sa boîte mail et elle va en parler. Et puis troisièmement, j'invite aussi à écrire, à transmettre les rêves s'il y en a. Voilà, ben justement, puisque je suppose que tous les psychanalystes demandent à leurs patients de transmettre leurs rêves en les écrivant quand ils se réveillent, si c'était un rêve significatif ou autre. Et avant que je t'interroge là-dessus, je voulais juste te dire donc, comme tu dis, votre père Freud, Sigmund Freud, disait que le rêve est une expression déformée d'un désir caché, inconscient, donc qui est représenté dans son sommeil. Donc, pourrais-tu donc approfondir un petit peu sur le sujet et pourquoi le rêve est important dans la psychanalyse? Alors, il est peut-être pas important pour tout psychanalyste, ça je ne sais pas, hein, c'est en fonction de la pratique de chacun. Moi, je l'intègre parce que je trouve que c'est important, ça apporte du matériau supplémentaire.
Par contre, il faut rester très prudent dans l'interprétation des rêves. Il n'y a aucune interprétation qui va se faire et qui va enfermer la personne dans une définition bien particulière. J'invite toujours la personne à noter ses rêves, à me les envoyer par mail et puis aussi noter son actualité. Parce qu'il y aura toujours, à mon sens, une association entre qu'est-ce qui se passe dans mon actualité, quelles sont mes préoccupations et ce qu'apporte le matériau du rêve. Le rêve, ce sont des symboles. Les symboles, je pense que l'inconscient se saisit de la mémoire, des souvenirs, peut apporter une image. Ça peut être souvent les personnes disent ça veut rien dire. C'est pas grave, on va en parler quand même, c'est intéressant, ça peut être intéressant. Et puis du coup, c'est important de savoir si le rêve, c'était 2 jours ou 2 nuits, s'il y avait du monde, s'il y avait un lieu, s'il y avait des émotions. Symboliquement, on va accueillir tous ces symboles. Voilà, la personne va en parler. Et puis, on peut faire une petite, on peut dire à la personne, pour enchaîner sur ta phrase, manifestation de désir, c'est soit une manifestation de désir, mais aussi une manifestation de peur. Donc la personne peut être dans une volonté d'avancer dans sa vie comme ceci ou comme cela, mais la personne peut aussi être dans son anxiété, dans des angoisses. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qui se dit, ce que le rêve raconte, quelle histoire il raconte en fonction des symboles qui apparaissent. Mais on va jamais enfermer quelqu'un dans une interprétation. Et je dis toujours aux patients, faites attention. Si vous allez parce que souvent les personnes disent j'ai été voir dans les rêves, dans le livre des rêves et ça m'a dit ça. Attention. C'est important. Et donc évidemment, je peux pas ne pas te poser cette question. Qu'est-ce que tu en penses toi donc des rêves prémonitoires? On n'a pas la réponse en psychanalyse. C'est ça. On n'a pas la réponse. Je pense que peut-être qu'une personne a une sensibilité assez prononcée et qui va peut-être lui décrire quelque chose qu'elle désire profondément, tu vois. D'accord. Alors là, dans la psychanalyse, Freud n'a donné aucun élément à ce niveau-là. Non. Il a parlé surtout de sensibilité, peut-être en fonction de comment on se couche. Est-ce qu'on a mal quelque part? Est-ce que le corps a pris l'empreinte d'une émotion, d'une douleur? Donc l'irrationnel en fait, Freud dans son approche par rapport au rêve, c'est très. Il n'est pas irrationnel, Freud. Non, il est très rationnel, voilà, irrationnel. Mais il ne donne pas de signification sur les rêves prémonitoires. C'est ce que je te dis, il est rationnel. Donc, parce que c'est un médecin neurologue. Voilà. Donc du coup, il était. Si tu veux, puisque on en a tous fait des rêves. Et puis ensuite, en tout cas moi, j'en ai fait des rêves où après le lendemain, je me dis, j'ai rêvé de ça. Puis quelques temps plus tard, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de similaire qui se passe. Et ça, je pense que tout le monde essaie de comprendre dans son inconscient pourquoi ça se passe comme ça, tu vois. Effectivement, quand tu vas voir dans les écrits, ou que tu essaies de comprendre dans les écrits, il n'y a pas toujours une explication pourquoi le cerveau, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là qui a fait que tu as peut-être rêvé de quelque chose qui ensuite s'est passé. Oui, il y a des éléments, par exemple, il peut y avoir des images qui apparaissent comme une chambre, une porte fermée, si c'est de jour, si c'est de nuit. Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce que l'animal t'a mordu pendant ton rêve? Enfin, dans l'histoire. Oui. Dans la réalité, mais dans l'histoire. Et ce sont tous ces petits symboles qui vont faire que on pourra s'interroger vis-à-vis de tous ces symboles et peut-être dire mais dans votre actualité il se passe ça, est-ce que vous pensez pas que alors on n'est pas dans le conseil, mais on invite la personne à réfléchir, à se poser des questions et chemin faisant la personne elle grandit aussi à travers ça. Bien sûr. Et par contre, est-ce que tu penses qu'il y a des rêves qui signifient, comme tu dis, bien sûr, qui peut être
par rapport à la personne, de ce qu'elle vit. Elle vient de se marier, Ouais. et imagine après elle rêve que de bébé. Ouais, elle a Tu vois? peut-être le désir profond d'avoir un enfant. Voilà, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Peut-être le couple en parle pas forcément, donc ce que tu veux dire, c'est que vraiment ça, le rêve vraiment véhicule les peurs ou les désirs. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis un bébé n'est pas forcément la signification que elle a une envie profonde d'avoir un enfant. Ça peut être quelque chose qui se met en place et qui va prendre du temps. Voilà, comme un temps de gestation, comme une femme qui porte son enfant pendant 9 mois. Ça peut être une réalisation de quelque chose, mais c'est pas forcément un enfant. Oui, d'accord. C'est pour ça que D'accord. le rêve fait partie, enfin se raconte sur le divan, en analyse, mais on ne reste pas que sur le rêve, mais on l'introduit quand même. Et il fait partie aussi de l'univers psychique. Enfin, moi, je l'introduis. Oui, d'accord. Donc c'est intéressant puisque après on peut après dire oh ben tiens on peut après interpréter. Il y a tellement de sens dans ce qu'on rêve. On se dit mais est-ce que ça veut dire ça, est-ce que ça veut dire ça, mais c'est bien qu'on met quelque chose de rationnel dessus, sans aller dans le oh là là pourquoi j'ai rêvé ça, commencer à avoir peur ou s'inquiéter. Oui, tout à fait. Il faut jamais s'enfermer dans quelque chose, dans une interprétation, parce que ça reste de l'interprétation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Non. La psychanalyse permet de conduire l'analysant, la personne qui en fait la démarche, dans la vérité. Pourquoi? Parce que l'univers inconscient contient cette fameuse mémoire. La mémoire est une vérité. Le conscient n'est pas une vérité. Le conscient, c'est peut-être que. C'est j'interprète, j'imagine, je suppose que. Est-ce que c'est une vérité? Souvent, c'est question à poser. Vous l'avez vécu? Non, mais je suis sûre que ça va être ça. Non, vous l'avez pas vécu. C'est pas enregistré dans la mémoire. Et le rêve, dans l'interprétation, il n'y a rien de vécu. C'est un rêve. C'est une perception inconsciente pendant le sommeil. Voilà, c'est ça. Agréable ou désagréable. Qu'est-ce que vous avez ressenti au réveil? Voilà, c'est ça. Très bien. Ben écoute, de toute façon, on pourrait en déballer et continuer à parler du rêve. Je pense que ce sera une autre émission, une autre fois. Je sais que tu as tellement de sujets sur tout la psychanalyse. C'est dans le protocole, c'est un protocole qui est bien structuré. J'en profite pour remercier Jacques Rivalin parce que quand même, il nous livre aussi quelque chose qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Donc on prend ou on prend pas, mais moi je prends parce que vraiment, je trouve qu'on ne fait pas n'importe quoi. On est quand même structuré dans notre travail. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la guérison. C'est la guérison et le bien-être. Exactement, les deux vont ensemble. Si je suis guérie, je me sens bien. Si je me connais avec beaucoup plus de précision, je serai beaucoup plus solide dans ma personnalité, dans mon identité. C'est important. Et en devenir, il se passe autre chose. On est beaucoup plus conscient d'où on va, de ce qu'on a vécu, de ce qui peut se rejouer. Puisque si le travail n'est pas fait, souvent il y a des situations qui se rejouent. On entend souvent ça du reste. D'accord, donc très bien. En tout cas, donc on va rester là avec les rêves. Ce que je voudrais donc maintenant te demander, Lydie, c'est que donc nous sommes tous des êtres humains, nous avons toute l'aspiration de devenir, de jouer, de travailler, de faire des choses dans notre vie qui vont jouer, avoir un rôle important et dans notre vie, dans notre métier. Quel serait pour toi, disons, la qualité ou les qualités essentielles d'un être humain pour devenir psychanalyste, pour être psychanalyste? Je te parle là du côté humain. S'intéresser aux autres, je pense que c'est primordial. À partir du moment où tu t'intéresses à quelqu'un, tu peux prendre ce chemin. Oui. Après, il faut avoir des connaissances théoriques et puis principalement pratiquer sa propre psychanalyse. Donc ça qui enchaîne ma prochaine question, c'est-à-dire qu'une personne qui veut devenir psychanalyste, il faudrait qu'elle soit elle-même
qu'elle-même, elle pratique sa propre psychanalyse. C'est une obligation. C'est une obligation. D'accord. Explique ça un petit peu oui. pour nos aspirants ou les personnes qui nous regardent là maintenant, qui nous écoutent et aspirent à devenir psychanalyste. Oui, mais disons que un psychanalyste a l'obligation d'effectuer sa propre psychanalyse. Pourquoi? C'est peut-être pas être si facile, enfin on va pas s'étendre non plus là-dessus, mais juste il y a quand même la question du transfert et du contre-transfert. Quand on accompagne quelqu'un, il faut être bien soi-même. Si on est bien soi-même, qu'on est solide intérieurement, qu'on a bien travaillé sur son histoire personnelle, si les émotions négatives ont été dissous par le travail psychanalytique, la personne est beaucoup plus légère, beaucoup plus libre et va avoir cette écoute pointilleuse de l'histoire de la personne sans qu'il y ait de confusion. Le danger, c'est ça. C'est beaucoup de thérapeutes sont en confusion ou même des psychologues, enfin ceux qui sont dans ce domaine et qui n'ont pas fait leur propre psychanalyse. D'accord. Ça veut dire que l'histoire de la personne porte à confusion face à ta propre histoire, sur peut-être des événements bien précis. Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, mais ça t'appartient pas. Toi, en tant que psychanalyste, ça t'appartient pas. Ça appartient à la personne qui est là. Voilà, d'accord. C'est important ça. Donc oui. C'est très très important. Voilà. C'est obligatoire de toute façon. Donc qualité être humain. Pour toi, ce serait donc de vouloir aider les autres, mais aussi bien sûr d'avoir fait son propre psychanalyse, de se connaître et puis de l'aider dans de bonnes conditions, et ensuite bien sûr les études, hein, évidemment. Mais oui. Et je voudrais donc continuer dans ce sens. Est-ce un métier à responsabilité à ton sens? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens responsable du bien-être de ton patient après une séance? Non, pas spécialement. Non, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a les écrits, ce que la personne va transmettre dans ses mails. Si la personne a une question d'ordre technique, on va répondre, sinon on ne répond pas parce qu'on n'est pas la maman d'un enfant. On a affaire à un adulte et on veut qu'il le reste. Donc on va pas l'infantiliser. Par contre, on l'invite à transmettre. Mais je ne suis pas responsable. La personne va partir dans de bonnes conditions puisque le divan apaise et la personne revient en principe en étant bien déjà. Juste une petite parenthèse pour finir sur cette question. Par rapport à un enfant, comment tu fais quand il est sur le divan? Et puis, tu as parlé... Un adolescent, bien sûr. Un adolescent. Tu as parlé, puisqu'un ado sera pas forcément, va pas réagir forcément comme un adulte de 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Comment, s'il y a quelque chose qu'il a... comment tu réagis toi? Comment tu fais pour qu'il termine sa séance bien ou qu'il part bien ou pas? Tu vois, tu comprends on peut partir sur une bonne note. Il peut revenir sur une bonne note. C'est moi qui décide quand il peut ouvrir les yeux, quand on arrête la séance, pour qu'il reparte sur une bonne note. Après, un adolescent, les adolescents sont très curieux. Ça se passe très très bien avec les adolescents. Après, si je dis non par rapport aux enfants, parce que je ne suis pas spécialisée en psychanalyse pour enfants. Oui, donc. Mais il y a des spécialistes. Ça, c'était une erreur de ma part. Au lieu de dire enfant, j'ai dit adolescent. C'est important. Oui, non. Par rapport aux adolescents. Anna Freud était une des filles de Sigmund Freud était psychanalyste pour enfants. Mélanie Klein aussi. C'était voilà. Une période assez difficile pour les enfants après-guerre. Et puis, écoute, on pourrait continuer comme ça des heures et des heures, hein, mais il va falloir quand même que quelque part on trace la ligne. Mais je voudrais savoir donc ma dernière question, et je pense que nos auditeurs et spectateurs qui nous regarderont ou qui nous regardent déjà et qui suivent ces épisodes, je voudrais quand même savoir, même que je sais que tu n'es pas là à donner des conseils à tes patients quand ils viennent
dans ton cabinet en séance, quelle serait ton approche de la vie et quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes pour être bien, tout simplement, dans sa vie et parce qu'à la fin de compte, c'est ce que tout le monde recherche, c'est le bien-être et est-ce que ça existe vraiment le bien-être total? Je ne sais pas. Tu vois, même des fois on peut être super content de son travail, passionné et tout. Il y a peut-être autre chose qui fonctionne pas comme on veut. Et est-ce que tu vois? Voilà. Donc toi, en tant que femme, Lydie que je connais, et en tant que psychanalyste, maman, quel conseil tu donnerais aux personnes aujourd'hui? Peut-être s'écouter, se mettre en priorité. Et une chose très importante, quand je dis se mettre en priorité, c'est ne pas se voir dans le regard des autres, parce que parfois c'est un piège. Ça peut être valorisant, mais parfois, je l'entends assez souvent, c'est pour ça que je le dis, je fonctionne souvent en lien avec l'autre. Mais non, il faut savoir qui tu es toi et quelles sont tes priorités. Et parce que l'être humain, fondamentalement, a besoin d'être aimé. C'est ça. Mettez-vous en priorité. Moi, c'est ce que j'aurais envie de dire. Mettez-vous en priorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on peut se diriger vers, je vais pas dire, la psychanalyse, elle contient tout. Mais aujourd'hui, le champ des possibles est grand ouvert. L'idée, c'est là, je vais peut-être me mettre en priorité. Voilà. Parce que si tu fonctionnes en fonction du regard de l'autre, tu te perds. Tu te fragilises. Parce que du coup, tu oublies tes objectifs et tu ne peux pas t'écouter vraiment. C'est ça. Faut pas avoir peur d'aller voir un psy. On n'est pas fou parce que va voir un psy. C'est juste un moment que l'on se consacre à soi-même. Oui. C'est très important ça. Et dans les petites conversations qu'on a pu avoir toutes les deux, comme ça, tu me disais souvent aussi la communication. Il faut toujours communiquer, il faut que ce soit fluide. Il faut le non-dit, c'est tellement mauvais que tu parlais, tu disais des choses non dites. Malheureusement, tout le monde n'est pas en capacité de communiquer. Je sais bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a le champ émotionnel qui vient s'installer. Ça veut dire que la mémoire émotionnelle est chargée par des souvenirs. Alors, chaque souvenir est chargé émotionnellement. Un souvenir agréable va être chargé, mais la charge sera neutre. Pourquoi? Parce que ce souvenir, il est agréable. Mais si tu vis une situation difficile, que tu sois petit ou adulte, ton souvenir, il sera chargé. Mais ça, c'est le but de la psychanalyse, c'est se dire, tiens, ce que j'ai vécu là, ça s'est chargé par quoi? La peur, la tristesse, la colère. Tu vois, on va aller voir tout ça. Est-ce que cette charge, elle est importante ou est-ce qu'elle est minime? Est-ce qu'elle me bloque aujourd'hui? Parce que dans la psychanalyse, on fait pas que l'histoire. On fait des ponts entre le présent, mais bien sûr ce qui a été vécu, c'est-à-dire hier ou ce matin, puisqu'on se voit cet après-midi, ce matin est déjà inscrit dans ta mémoire, et on va aller cheminer. On va faire plein de ponts comme ça. D'accord. Plein de ponts. Et là, on voit si il y a une émotion difficile qui circule, et est-ce qu'elle te bloque aujourd'hui, cette émotion que tu as enregistrée dans ta mémoire il y a 20 ans? D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça la psychanalyse. C'est ça. Au fur et à mesure, le champ émotionnel se dissout. Et Jacques Rivala en parle très bien en évoquant des piles qui sont chargées émotionnellement. De peur, de tristesse, de colère, de joie. Mais c'est neutre la joie. Bien sûr, c'est ça. Donc, mais c'est très important de donner ces exemples. Voilà, donc la communication, elle est importante et on devient en capacité de communiquer à la finalité, quand tu chemines sur ton chemin psychanalytique, parce que il ne faut jamais vouloir régler ses comptes parce que tu as perçu quelque chose d'important dans ta séance. Oui. Si t'es pas prêt,
Ça sert pas à grand chose d'aller communiquer si c'est la colère qui gère ta communication. Bien sûr, Mais évidemment que la communication, elle est importante. Oui. La communication et surtout les décisions. Je décide oui ou je décide non. Très bien dit, et j'espère que ça vous aurait, en tout cas, ouvrir un petit peu l'esprit et un petit peu plus sur ce métier de psychanalyste et de ce que Lydie a pu connaître un petit peu ce corps de métier, parce que tu vois, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, consulter un psychanalyste, ça fait partie presque de la norme de la vie quotidienne des personnes. Je sais pas trop comment ça se passe en Europe, comme tu le sais, j'ai vécu bien sûr. aux États-Unis. Donc pour nous, c'est complètement, quand je dis pour nous, parce que j'ai vécu énormément de temps là-bas, j'ai beaucoup de racines aux États-Unis, mais c'est tout à fait normal d'aller voir un psychanalyste. Et je sais pas, en tout cas en Europe, en tout cas dans les cultures, tu vois, si c'est forcément un geste, quelqu'un qu'on va forcément aller consulter de façon régulière, tu vois. Mais peut-être que ça devient, puisque tu as un agenda, tu as un calendrier très chargé, donc je suppose que les personnes te consultent de plus en plus, donc ce qui est aussi bien les hommes que les femmes, c'est important de le dire aussi. Hein. Bien sûr. Mais ça a commencé déjà il y a plusieurs années que l'homme vienne consulter. Très bien. Et les couples, hein. Les thérapies de couple, s'il y en a besoin. Ils sont OK. Hein. Et de plus en plus nombreux aussi. Oui. D'accord. Très bien. La société va pas toujours très bien. En tout cas, vous pouvez retrouver Lydie sur psychanalyse44.fr. Elle est sur Twitter, tu es sur Instagram, tu es sur LinkedIn, enfin plus principalement, vous recherchez un psychanalyste à Nantes, vous me trouverez. Voilà. Et vous, j'ai mon site internet. Oui, vas-y, tu peux en profiter et donner ton site internet. Hein, c'est psychanalyste 4. C'est ça, oui, c'est ça. Le lien est dans ma bio. Le lien, tout sera inscrit en dessous. Le lien sera inscrit, bien sûr. Et si vous avez des questions, d'autres questions à te poser, on peut continuer la discussion et peut-être éventuellement faire une autre émission une prochaine fois sur d'autres sujets. Et en tout cas, je voudrais aussi remercier Monsieur Jacques Rivalin, donc ton professeur d'école, qui a bien voulu t'autoriser à venir nous rencontrer aujourd'hui. Voilà, je lui en ai parlé, on lui fait un petit coucou au passage, et j'aime beaucoup son travail et ses écrits, et qu'il continue comme ça, parce que de toute façon, il travaille énormément. C'est pour aider les personnes, et surtout, je pense que c'est important d'avoir un bon accompagnement, comme tu dis, dans la personne. Exactement, parce que c'est pareil, hein, on peut rencontrer des personnes qui apportent une histoire compliqué, et c'est important de ne pas être seul non plus. De ne pas être seul. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, et avant de vous quitter, je voudrais quand même remercier cette petite équipe maintenant qui se met autour de moi pour cette émission accessible. On aura un 3e épisode très bientôt, et ce sera sur un autre sujet dont je vous dévoilerai pas tout de suite, ce sera une petite surprise. Et donc maintenant j'ai une petite équipe qui sont portés volontaires, et je suis vraiment contente, même plus que volontaire, puisqu'ils travaillent dessus. Donc c'est mon caméraman Luboslava, et c'est Mareva Victoire qui est donc ma responsable marketing, graphique et design, et Dean Fitzgerald qui lui fait tout l'editing, qui édite tout ce que vous voyez là maintenant. Donc je voudrais vraiment remercier cette petite équipe qui a trouvé l'idée magnifique et qui m'accompagne dans ce voyage, en fait. Dans ce voyage, oui. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve très prochainement pour notre 3e épisode de Accessible, avec notre invité dans un nouveau cadre. Lydie, mille merci. Merci et à bon toi, retour Joyce. sur Nantes. Merci d'avoir fait ce déplacement aujourd'hui. Merci pour cet intérêt
que tu me portes et pour l'intérêt de la psychanalyse. Merci en tout cas, et je souhaite que toutes les personnes qui ont besoin de voir ou tout simplement le désir de parler avec quelqu'un, qui te contactent, parce que tu es vraiment dans la bienveillance. Peu importe, mais déjà ils ont cette approche qui va leur permettre de peut-être se sentir en confiance. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt. Merci, Aurore. Merci beaucoup. Merci, Lydie. Merci, chère Joyce. Merci, à bientôt. À bientôt.